Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Vous êtes avec François Renaud, sexologue psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, nous allons parler de polyamour, de non-monogamie consensuelle. À bientôt! Donc, comme dit plus tôt, nous allons parler de polyamour et de non-monogamie consensuelle. On va clarifier un peu c'est quoi, dans quelle situation ça peut se présenter, qui a ce statut relationnel-là. Et ce podcast, en fait, va être en deux parties. Donc, on va un peu expliquer c'est quoi le polyamour et la non-monogamie consensuelle. Puis, en fait, regardez, est-ce que c'est quelque chose qui peut sauver votre couple? Donc ça va être dans la deuxième partie, en fait, le prochain podcast qu'on va faire. Donc, ne manquez pas aussi le prochain podcast où on va davantage parler de tout ça. Donc, pour faire un topo un peu sur c'est quoi la non-monogamie consensuelle pour ceux qui ne sont pas au courant, la première chose qu'on doit différencier, c'est ce n'est pas de l'infidélité. Hein? Une non-monogamie consensuelle, ça veut dire qu'on peut avoir plus d'un partenaire, soit sexuel, affectif ou amoureux, et puis que, dans le fond, c'est consensuel. Donc, le mot ici, non-monogamie consensuelle, c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité, ou du moins l'exclusivité, elle est beaucoup plus flexible au niveau de la décision, au niveau de l'entente qu'on va avoir avec son ou sa partenaire. Donc, on a une ouverture finalement à ce que notre partenaire puisse avoir d'autres partenaires qui sont sexuels, affectifs ou amoureux, sans que cela puisse créer de la jalousie ou du moins qu'on va travailler sur cette jalousie-là et cette possibilité-là qu'on peut avoir. Donc, on est dans des relations extra-conjugales, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une infidélité. Hein? En arrière d'une infidélité, on a le sentiment de trahison, on a des mensonges, on a des cachotteries de l'autre personne, et on le sait quand on a une infidélité, hein, on est en train de brimer finalement l'entente implicite ou explicite qu'on a eue avec notre partenaire. Tandis que dans un couple non monogame, consensuel, il y a une entente effectivement que les règles entourant peut-être l'infidélité, il y a une certaine flexibilité, du moins c'est plus large de qu'est-ce qu'on peut et ne peut pas faire. Donc même dans un couple non monogame, on peut avoir de l'infidélité. Donc, par exemple, si notre entente, c'est qu'on peut avoir d'autres partenaires sexuels selon certains paramètres, mais qu'on ne suit pas ces paramètres-là et on va au-delà, en fait, de ces paramètres-là, donc il va avoir aussi une infidélité. Donc, tandis que la monogamie, généralement, la majorité des gens, leur règle, c'est on n'embrasse pas d'autres personnes, on n'a pas de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, on ne développe pas des sentiments pour quelqu'un d'autre, et l'exclusivité, elle est spécifiquement à un partenaire. Tandis que dans les couples qui vont avoir une entente de non-monogamie consensuelle, ils vont s'entendre qu'on peut avoir d'autres partenaires et que c'est tout à fait correct. Malgré que ça peut amener toutes sortes d'enjeux et de la jalousie qu'il faut aussi travailler, c'est quand même accepté. Tandis que dans le cas d'une relation monogame, bien là, il y aurait infidélité. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit peut-être ce modèle-là? Il y a différentes raisons. Il y a des gens, en fait, qui n'adhèrent tout simplement pas au paradigme d'avoir seulement un partenaire. Ils considèrent qu'ils peuvent aimer ou être attirés envers d'autres personnes et que cette exclusivité-là brime leur liberté pour toutes sortes de raisons personnelles, leur vécu, leur historique, la manière qu'ils ont vécu aussi la monogamie, et choisissent finalement de s'ouvrir à un statut relationnel qui est différent. On peut aussi retrouver en fait différents types de non-monogamie consensuelle. Chaque couple va avoir leurs propres ententes, leurs propres paramètres. Tout comme un couple monogame aussi, il y a certains couples monogames, par exemple, ou qui se considèrent monogames, qui vont permettre que leur partenaire flirte ou séduise d'autres personnes, mais il ne faut juste pas qu'il y ait de contact physique, il ne faut pas qu'il y ait de rapprochement physique. Certaines personnes monogames vont considérer qu'embrasser quelqu'un d'autre est tout à fait acceptable dans certaines circonstances et pas dans d'autres. Mais ces gens-là vont peut-être toujours se considérer non monogames, malgré qu'il n'y a pas une exclusivité totale avec seulement un partenaire pour certains comportements.
Il y a des gens, effectivement, qui vont se définir comme non monogames, qui vont généralement avoir plusieurs discussions sur qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on peut pas faire, ce que souvent les couples monogames ont moins tendance à faire. Donc souvent, l'entente entre les couples non monogames, elle est beaucoup plus claire, elle est beaucoup plus explicite que souvent les couples monogames qui vont avoir plutôt une entente qu'on va considérer peut-être plus implicite. Donc, ils vont moins avoir tendance à parler, ce qui est d'ailleurs une erreur souvent que les couples monogames vont faire, c'est qu'ils ne vont pas clairement énumérer qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, ce qui amène parfois là, des mésententes, des conflits et aussi parfois aussi le sentiment là, de trahison. Donc, dans la non-monogamie, donc moi, généralement, j'ai tendance à catégoriser trois types peut-être de relations qu'on peut avoir, mais évidemment, il y a toutes sortes de paramètres qu'on peut avoir en arrière de ça. Donc, tu as des gens qu'on va considérer peut-être polysexuels. Donc, les gens souvent qui vont dire qu'ils sont un couple ouvert, donc qui vont avoir d'autres partenaires qui sont dans le but d'avoir des relations sexuelles ou des activités sexuelles avec ces gens-là, mais qu'au niveau de l'affection, au niveau de l'amitié, au niveau d'apprendre à connaître cette personne-là, c'est pas nécessairement ce qu'ils vont chercher. Donc, c'est souvent des gens qui vont peut-être avoir des partenaires sexuels réguliers, mais que la relation est uniquement basée sur la sexualité ou des one night, hein, des histoires d'un soir, et que à la fin de cette activité sexuelle-là, vont retourner avec leur partenaire habituel ou primaire. Parfois, ils vont peut-être parler ou pas. Donc, il y a souvent aussi des ententes don't ask, don't tell. Donc, on veut que ça soit discret. Je ne veux pas savoir quand ça se passe. Je ne veux pas savoir avec qui ça se passe. Si ça se passe, c'est correct, mais je ne veux pas avoir plus de détails. Et il y a des gens qui vivent bien dans cette dynamique-là. Donc, ils sont polysexuels, puis il y a une certaine discrétion par rapport aux partenaires extra-conjugal qu'ils vont avoir. Donc, ils vont avoir des partenaires sexuels et ça va être ouvertement parlé ou même, en fait, ça fait partie de la sexualité du couple où on va parler en fait de nos fantasmes, de nos activités sexuelles avec les autres et même ça va exciter en fait ou ça va stimuler la sexualité dans le couple qui est non monogame. Donc, moi, c'est ce que j'appelle les gens peut-être plus polysexuels. Donc, ce qu'ils cherchent, ce sont des partenaires sexuels avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont plus polyaffectifs, donc eux ont besoin peut-être de faire du dating. Ils vont peut-être vouloir connaître un peu plus la personne. Cette personne-là peut être aussi un ami ou il y a une amitié qui se crée. Hein, c'est pas juste basé sur la sexualité. Quand on se rencontre, on fait autre chose que d'avoir des relations et des activités sexuelles. C'est vraiment dans le but finalement de créer une certaine connexion avec l'autre, mais on ne rentre pas dans l'aspect amoureux. Donc, on n'a pas un autre partenaire amoureux, on a vraiment juste comme un autre ami avec des bénéfices, avec qui on partage une intimité sexuelle, mais avec qui on partage aussi d'autres aspects de la sphère relationnelle qu'on peut avoir aussi avec notre conjoint ou notre conjointe, mais on ne tombe jamais dans la sphère plus peut-être amoureux. Donc, un peu le terme fuck friend rentre un peu là-dedans, ou des amis avec des bénéfices. Donc, moi, c'est ce que j'appelle un peu plus les gens qui sont dans une entente un peu polyaffective, où on investit davantage la relation autre que la sexualité. Et souvent, ça amène d'autres paramètres où ce que le don't ask, don't tell peut devenir un peu plus compliqué dans ces situations-là. Mais ça se fait encore pour certains gens qui veulent quand même une certaine discrétion par rapport à ça, puis que l'autre partenaire ne le saura pas nécessairement. Mais quand on commence à peut-être investir davantage de temps avec certains partenaires sexuels ou polyaffectifs, bien, des fois, ça devient peut-être un peu plus difficile là, de maintenir la discrétion comme on peut le faire peut-être avec dans des partenaires plus polysexuels. Et donc, la troisième catégorie, là, on tombe plus dans les gens qui sont polyamoureux. Donc là, on se trouve en fait à vouloir d'autres partenaires amoureux. Puis ça peut être soit fait de façon hiérarchique ou anarchique. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est qu'on a peut-être un partenaire principal amoureux et on va peut-être avoir d'autres partenaires amoureux, mais qui n'ont pas nécessairement le même statut. Donc, il y a un échange ici d'amour. On va peut-être se dire je t'aime à cette autre personne-là, mais peut-être la personne avec qui qu'on habite, avec qui qu'on bâtit peut-être des projets plus de long terme, mais c'est avec notre partenaire primaire et pas nécessairement avec nos autres amoureux qu'on peut avoir. Donc ça, c'est quand c'est plus hiérarchique. Parfois aussi, il peut y avoir un certain pouvoir de veto aussi pour le partenaire
principal qui va davantage prendre peut-être des décisions par rapport aux autres relations, tandis qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas avoir peut-être ce genre de hiérarchie-là ou ce pouvoir-là sur les autres relations. Tout est une question d'entente avec son partenaire et qu'est-ce qui nous convient à nous personnellement. Et avec notre partenaire aussi. Puis il y a des gens, effectivement, que oui, il y a une certaine hiérarchie, mais il n'y a pas ce pouvoir décisionnel-là. Puis il y en a au contraire que tous leurs partenaires sont un peu sur le même pied d'égalité. Ils peuvent construire peut-être des relations, des projets à long terme avec chacun d'entre eux, ils vont peut-être voyager ensemble. Il y a des gens même qui deviennent ce qu'on appelle des troupes, où ce que là, même la troisième personne, elle est intégrée dans le couple, donc ils vivent parfois à trois. Parfois, il y a une personne que tu vas peut-être habiter avec un partenaire, puis l'autre va avoir peut-être son propre domicile, mais il n'y a pas nécessairement d'hierarchie. Des fois, ces gens-là se rencontrent. Et même, il y a peut-être une certaine amitié, mais il n'y a peut-être pas l'échange peut-être amoureux avec tous les partenaires. Donc, on voit qu'il y a vraiment plusieurs différents types de configurations. Il y a vraiment toutes sortes d'avantages, finalement. C'est qu'on peut avoir des désirs sexuels, des sentiments amoureux pour diverses personnes. Parfois parce que ces personnes-là ont peut-être des différences avec le partenaire actuel qu'on a et ça permet d'aller répondre à ces besoins et ces désirs-là. Parfois, ça peut aussi créer certaines difficultés. Hein. On ne se le cachera pas que la jalousie, la possessivité, ce sont des traits typiquement humains. On n'apprend pas à être jaloux, on n'apprend pas à être possessif, malgré que ça peut être encouragé par notre société. Mais si on regarde, par exemple, chez les enfants, hein, si tu prends un jouet, immédiatement, il veut jouer avec. Donc, sans vouloir objectifier les personnes, c'est un peu la même chose qu'on fait parfois avec nos partenaires. Quand quelqu'un joue avec notre partenaire, quand quelqu'un s'intéresse à notre partenaire, immédiatement, il y a un sentiment de possessivité, de jalousie qui peut embarquer. Et les gens qui sont polis, soit affectifs, sexuels ou amoureux, qui sont dans une entente non monogame consensuelle, doivent apprendre à gérer avec ça. Donc, c'est en fait une des plus grandes difficultés que ces couples-là ont, c'est qu'ils doivent gérer avec peut-être des niveaux de possessivité ou de jalousie plus souvent triggerés, qui nécessitent d'être travaillés, d'être discutés pour être capable de vivre de façon satisfaisante dans leur relation non monogame. Il y a des gens qui le gèrent mieux que d'autres, évidemment. Puis parfois, il y en a qui apprennent tranquillement à le développer et même se rendre à ce qu'on appelle de la compersion. Donc, la compersion, c'est l'inverse, en fait, de la jalousie. Donc, c'est plutôt que d'être jaloux que mon ou ma partenaire ait d'autres partenaires, peu importe la configuration qu'on a décidé d'avoir. On est bien avec cette décision-là. On encourage finalement cette relation-là. Tout qu'on va le faire, en fait, avec les amis de notre partenaire ou une promotion qu'ils ont eue à la job. On ne sera pas jaloux qu'ils ont des amis. On ne sera pas jaloux du temps qu'ils passent avec d'autres personnes. On ne sera pas jaloux non plus qu'ils vont avoir d'autres partenaires amoureux, affectifs ou sexuels. On va être content pour eux. On ne sera pas juste dans la tolérance finalement de notre entente, on va être dans le bien-être. Évidemment, c'est probablement la configuration idéale qu'on cherche à avoir quand on est dans un couple non monogame, c'est qu'on puisse avoir de la compersion, malgré que théoriquement, ça peut être facile en parler. Réellement, avoir de la compersion, c'est tout un travail individuel, c'est toute une croissance personnelle qu'on doit avoir. Puis ce que ça nous permet finalement, c'est d'avoir une diversité en fait de partenaires qui peuvent répondre à nos différents besoins, où nécessairement il va peut-être avoir une compétition avec les autres partenaires, mais qu'en même temps, si on travaille ces sentiments-là de compétition, on peut bien vivre avec la non-monogamie. Puis c'est pas pour tout le monde, hein. Il n'y a pas nécessairement un statut relationnel qui est meilleur que l'autre. Il y a des gens qui sont très satisfaits dans la monogamie et ça vient aussi avec ses propres enjeux qu'on pourra certainement discuter au prochain podcast sur est-ce que justement la non-monogamie peut sauver votre couple. Et donc, la monogamie a aussi ses avantages, elle a aussi ses désavantages, tout comme avoir une relation non monogame a aussi ses avantages et ses désavantages. Ça vient avec différents enjeux et différents bénéfices qu'on peut aller chercher. C'est vraiment choisir finalement son cheval de bataille
où est le nerf de la guerre, où et comment est-ce qu'on veut peut-être faire de la croissance dans notre couple. Et puis, c'est ce que je dis souvent, en fait, quand on est en couple, ça nous oblige, en fait, de faire de la croissance. Nos partenaires ou notre partenaire va nécessairement pousser certaines de nos zones de confort dans toutes sortes de directions. Et la monogamie et la non-monogamie, parfois, vont peut-être tirer davantage plus sur certains enjeux qu'on va retrouver. Donc, prenez le temps peut-être de réfléchir à c'est quoi, vous, votre vision de la non-monogamie? Est-ce que vous êtes vous-même dans une relation non monogame? Comment ça se passe? Quels sont les défis, les difficultés? Quels sont les avantages que vous en retirez? Est-ce que ça vaut la peine, finalement, d'être non monogame? Est-ce qu'on a plus de bénéfices ou plus de conséquences? Est-ce que peut-être la manière qu'on gère les difficultés fait en sorte que ça l'empire ou ça facilite peut-être la non-monogamie? Si vous êtes monogame, quelle est peut-être votre propre perspective? Pourquoi vous avez choisi la monogamie? Pourquoi vous ne choisissez pas la non-monogamie? Même chose pour les gens qui sont non monogames. Pourquoi, effectivement, vous n'avez pas choisi la monogamie, finalement? Quel a été l'avantage de faire ce choix-là dans votre relation? Et donc, je vous laisse sur ces réflexions-là. Et au prochain podcast, on va parler de comment, en fait, la non-monogamie pourrait ou ne pas, en fait, sauver votre couple si vous êtes monogame et ses différents avantages et désavantages. Vous avez été avec le podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. À la prochaine!